Ok, c'est tout bon? Ouais, je pense que c'est bon. Très bien, bienvenue dans cette deuxième partie, deuxième cours, par Lucille qui va nous parler de crédibilité et d'évaluation des sources. Voilà, donc 50 minutes, 1 heure, enfin comme tu le sens. Bon, merci beaucoup. Je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un peu intéressant. Je pense qu'il sera bien en réponse à tout ce qu'on se dit les uns les autres. Du coup, ce que je voulais vous proposer pour les interventions, c'est une réflexion qui a été nourrie du coup par mes travaux de recherche autour d'un modèle conceptuel de la crédibilité de la source que j'ai développé donc dans le cadre de ma thèse. Et l'idée, c'est de mieux comprendre comment on juge la crédibilité d'une source. Donc, mon objectif, il était à la fois, initialement principalement pédagogique, et il est devenu beaucoup plus théorique que ce que je pensais. Et alors, j'ai appelé ça cartographier la crédibilité. C'est un peu pompeux, mais c'est juste pour essayer de poser des repères de qu'est-ce qu'on entend finalement par un concept qui est utilisé de manière assez transversale et sans forcément voir ce qu'on met derrière, ou en tout cas en y mettant plein de choses différentes derrière. Du coup, je vais structurer un petit peu les 3 présentations de la manière suivante. On va essayer de passer par 3 grandes étapes de raisonnement que je vous propose. Donc d'abord, on va un petit peu poser les bases, pourquoi et comment on évalue la crédibilité, et plus précisément la crédibilité d'une source, et en quoi c'est une compétence importante au regard de la pensée critique. Céline l'a déjà un petit peu abordé du coup. Et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement dans nos pratiques informationnelles. Ensuite, on partira sur la première dimension de ce jugement. Donc à partir de demain, on discutera de qui c'est mieux, comment on repère une source compétente, sur quels indices on appuie ce jugement-là. Et enfin, on discutera d'une deuxième dimension qui est tout aussi décisive, à savoir à qui faire confiance, ou en tout cas parler de ce que moi je vais appeler l'intentionnalité de la source. Donc on verra un petit peu comment, en tant qu'individu et dès l'enfance finalement, on est capable de percevoir certains signaux qui nous permettent d'estimer si une source est compétente et agit ou non dans notre intérêt. Donc l'idée, c'est que ce parcours-là, il permette de construire ou reconstruire avec vous le modèle que j'ai proposé à l'issue de ma thèse, pour qu'on puisse tous suivre à peu près le même... que je puisse vous accompagner dans mon cheminement de pensée, et qu'on puisse ensuite discuter de tout ça ensemble et réfléchir collectivement en termes d'éventuelle applicabilité d'un tel modèle. Donc on va commencer par discuter de la notion de crédibilité, crédibilité de la source. Donc l'objectif, c'est de poser un petit peu les bases théoriques ici, en interrogeant un petit peu qu'est-ce qu'on évalue, sur quels critères et pourquoi c'est central dans l'exercice de la pensée critique. Alors on va revenir un petit peu à la base déjà, sur pourquoi on va s'intéresser à cette notion de la crédibilité. Je vous apprends rien, l'échange d'informations, c'est une activité humaine qui est essentielle pour notre survie. C'est ce qui nous permet d'apprendre, de nous orienter, de prendre des décisions dans notre vie quotidienne, dans des espaces éducatifs, professionnels, citoyens, de manière générale. Et du coup, à ce sujet, on a Gloria Orighi qui décrit l'être humain comme un animal épistémiquement dépendant. Donc évidemment, on dépend des autres pour savoir, pour s'adapter. Et cette dépendance, elle est d'autant plus marquée que on peut accéder au savoir de 2 manières différentes. Alors c'est une distinction qui peut être un peu arbitraire, hein. Dans les faits, on sait que c'est beaucoup plus entremêlé. Mais classiquement, on considère qu'on a 2 modalités principales d'accès au savoir. La première étant l'expérience directe. Donc quand on vit, quand on observe, quand on expérimente quelque chose par nous-mêmes et qu'on élabore une connaissance, une compréhension du monde à travers cette expérience-là. C'est un apprentissage qu'on va considérer de première main. Et deuxième modalité, c'est la transmission. Donc l'apprentissage de seconde main, où cette fois-ci, on reçoit des éléments d'information, de compréhension, de connaissance, de la part d'une autre personne, que ce soit de manière directe ou à travers ses productions, des textes, des cartes, des vidéos, tout ce qui a été fait par autrui. Et ce deuxième mode d'accès, c'est de loin le plus fréquent pour élaborer de la connaissance. Surtout dans des sociétés complexes et médiatisées comme les nôtres. Sauf que, paradoxalement, ce sont les connaissances qui sont issues de notre propre expérience, donc les expériences de première main, qui sont valorisées.
c'est un petit peu un biais de conservatisme, on a tendance à les percevoir comme plus fiables, ces connaissances qu'on a auto-élaborées. Donc, comparées à celles de seconde main, on va avoir tendance à les préférer. Et ce type d'élaboration de connaissances-là, de première main, pourtant, il est extrêmement limité face à la complexité du monde. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout expérimenter. On a besoin, à l'échelle d'un individu, on ne peut tout simplement pas revivre toutes les découvertes de l'humanité, donc on est obligé d'en passer par autrui pour développer des connaissances. Et donc cette tendance-là à privilégier nos expériences personnelles comme une source de connaissances privilégiées, ça relève d'une forme de conservatisme épistémique, pour reprendre les termes de Mercier, donc c'est-à-dire une vigilance a priori pour les informations qui sont transmises par autrui. À l'inverse donc de la crédulité. On est plutôt frileux quand il s'agit de prendre des informations qui viennent de quelqu'un d'autre. Ça, on y reviendra par la suite. Sauf que, je l'ai dit, la majorité des connaissances qu'on possède tous provient de sources externes. Hein. L'école s'en est le parfait exemple. Et donc il est absolument indispensable, d'un point de vue adaptatif presque, je dirais, de dépasser ce conservatisme, cette vigilance, pour pouvoir nous ouvrir à de nouveaux éléments qui sont transmis par autrui, et donc développer des connaissances sur le monde, apprendre, et finalement de manière presque existentialiste, juste survivre. Donc, je l'ai dit, la majorité des connaissances, elles proviennent des savoirs qui ont été construits avant nous, et donc nous proviennent d'une transmission indirecte, d'où cette dépendance épistémique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, dès l'enfance, on est quand même capable, assez tôt, d'identifier ceux qui savent mieux que nous. On a les travaux de Keil et ses collaborateurs, notamment en 2008, qui ont montré que de très jeunes enfants, à partir de 2, 3 et 4 ans, selon le type de tâche qu'on leur propose, ils savent ajuster leur niveau de confiance selon la compétence qui est perçue de leur interlocuteur, où ils vont par exemple préférer la réponse d'un adulte expert à celle d'un ami ou d'un camarade. Et donc cette compétence de tri entre sources fiables, crédibles et non fiables, elle émerge très tôt, mais évidemment elle va s'affiner avec l'âge, elle reste rudimentaire, mais ça paraît assez logique de l'avoir émergé assez rapidement, puisque c'est une capacité indispensable, encore plus actuellement dans des sociétés modernes, où on fait face quand même à une division cognitive du travail. Hein. Chacun détient une parcelle du savoir, et du coup, personne ne peut tout maîtriser, ne peut tout connaître. Donc, il faut absolument qu'on délègue l'expertise, et ça implique de pouvoir faire confiance à d'autres et à accéder à une information plus fiable. Et donc cette dépendance-là, épistémique, elle continue de croître, puisqu'on est dans une société où on a une hyper spécialisation des savoirs. Maintenant, on a des gens qui sont experts sur des sujets extrêmement pointus, et ça nous met face à des domaines qui sont de plus en plus complexes, et où il est de plus en plus difficile de comprendre qui est un expert, qui est compétent, et ensuite évidemment qui a l'intention de nous donner de bonnes informations. Donc on comprend bien qu'apprendre à évaluer la crédibilité d'une information et de la source qui en est à l'origine, c'est absolument indispensable. Donc savoir qui croire, c'est vraiment une compétence épistémique centrale qui doit se développer dès le plus jeune âge. Alors, avant d'approfondir un petit peu sur la notion de crédibilité, je fais un petit rappel du coup. J'espère ne pas me tromper parce que je ne suis pas une spécialiste de l'esprit critique. Moi, je fais simple, je fais des petits zooms très précis à certains endroits. Donc, j'ai quand même voulu essayer de situer un peu plus conceptuellement la question de la crédibilité et de l'évaluation de la crédibilité dans le champ plus large de l'esprit critique, de la pensée critique. Donc, on l'a dit, hein, on utilise assez souvent les termes de pensée critique et d'esprit critique de manière un peu interchangeable. Donc, j'ai essayé de d'élucider un petit peu cette confusion, où finalement on a une distinction conceptuelle donc, qui a été établie notamment dans les travaux anglophones, et notamment ceux à travers le projet Delphi dont Céline parlait tout à l'heure. Du coup, pour ce qui est de la pensée critique, ça désigne un ensemble de compétences cognitives, ce qui moi va un peu plus m'intéresser ici. Donc, analyser, évaluer la crédibilité, inférer, interpréter, etc. Et de l'autre, pour l'esprit critique, on est plus sur les dispositions qui vont orienter l'usage finalement de ces compétences. Donc, comme la curiosité, l'ouverture d'esprit, la persévérance, etc. Donc finalement, l'évaluation de la crédibilité,
des sources ou de l'information, elle s'inscrit pleinement dans une des compétences qui est associée à la pensée critique. Donc voilà, moi je vais utiliser plus le terme de pensée critique pour situer mon travail, ce qui n'est pas forcément très important, mais vous allez voir que j'ai une petite obsession pour les élucidations conceptuelles, donc je préférais faire ça dès le début. Pour resituer un petit peu la question de l'évaluation de la crédibilité, on va parler évidemment du contexte informationnel. Donc, on le sait très bien, hein, aujourd'hui on est dans un contexte informationnel qui est extrêmement riche. Donc cette compétence, elle paraît d'autant plus cruciale, même si on l'a établi juste avant, c'est déjà très important pour notre survie de pouvoir évaluer les informations transmises par autrui. Mais encore plus aujourd'hui, on dirait, avec tout simplement la multiplication des sources, des canaux et des formats d'information entre les médias traditionnels, les réseaux sociaux, les échanges avec les pairs et même des personnes qu'on ne connaît pas, mais des échanges plus distanciels qui posent de nouvelles questions, et encore plus maintenant avec les contenus générés par l'IA. Donc notre capacité à traiter ces informations, elle est extrêmement importante, sauf qu'elle reste limitée. Donc il devient apparemment important d'entraîner un peu plus ces compétences cognitives et d'être capable, plus que jamais, de pouvoir trier, filtrer et rejeter certaines informations, mais du coup, sur quelle base? Donc ici, il faut pouvoir comprendre comment on décide ce qu'on accepte, ce qu'on rejette. Et la capacité à juger la crédibilité d'une source, c'est une compétence clé pour ça. Évidemment, il y a eu une prise de conscience de ces enjeux-là, on en a déjà parlé, et des réponses du coup institutionnelles, notamment à travers l'éducation aux médias et à l'information, qui a été intégrée dans les programmes scolaires depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et classiquement, dans l'éducation aux médias et à l'information, on retrouve deux grands groupes d'activités autour desquels les enseignements sont construits. La compréhension des contenus médiatiques, de l'information, de l'image, des vidéos, donc que ce soit textuel, audiovisuel, et l'évaluation des sources, qui est explicitement mentionnée donc, dans les compétences à développer en EMI. Donc moi, c'est sur cette partie-là que je me suis le plus penchée. Donc cette exigence vers la réflexivité face à l'information, ça rejoint un petit peu la définition de l'esprit critique qui a été proposée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, on y retrouve en tout cas cette mention-là à la fiabilité des sources et au niveau de confiance qu'on peut leur accorder. Donc cette définition-là, elle vient quand même renforcer l'idée selon laquelle évaluer la crédibilité, c'est pas juste une stratégie d'analyse. Ici, c'est vraiment considéré comme un levier. On parlait des outils, des armements tout à l'heure, pour former des individus capables de prendre des positions de manière informée dans un environnement complexe, informationnel. On verra ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est le levier principal? On en discutera plus tard, mais déjà il faut comprendre un petit peu ce qu'on entend par là. Donc, ça tombe bien, je vais essayer de donner une petite définition de ce qu'on entend par la crédibilité. Parce que si j'ai pu vous démontrer, j'espère, l'importance de cette évaluation-là, il faut quand même que je précise ce que ça recouvre, cette notion. Alors, la crédibilité, on peut la définir comme le résultat d'un jugement. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une qualité qui est subjective. Ce n'est pas une qualité intrinsèque de l'objet sur lequel elle porte. Une source n'est pas fondamentalement crédible et son information ne l'est pas non plus. Donc c'est vraiment un acte d'évaluation subjectif. Enfin, c'est un jugement et l'évaluation, c'est accorder une valeur à ce jugement qui est formé par un individu. Et ce jugement, il est de nature épistémique, c'est-à-dire qu'il va porter sur la valeur de vérité de ce que la source affirme. Ou véracité ou vraisemblance, il y a toujours débat. Donc il s'agit de se demander si on peut croire ce qui est dit ou si on a des raisons de le tenir pour vraisemblable. Mais ce jugement, il est situé, il est toujours formulé par rapport à un objet d'information dans un domaine de connaissance spécifique et surtout à un moment donné. Donc il y a vraiment, il est relatif et surtout il est dynamique ce jugement. Il peut être amené à bouger et surtout il est très dépendant des enjeux, des motivations et des contraintes dans lesquelles il est formulé. Donc une source elle peut être jugée crédible à un moment donné par un individu et au même moment pas crédible par un autre individu. Ça peut changer si le domaine d'application de la connaissance varie. Donc on est
théoriquement sur quelque chose de très dynamique. Donc on peut réviser son jugement. Et cette idée-là d'un jugement épistémique qui porte sur une information, sur la source, ça rejoint un petit peu les maximes de Grice, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, selon laquelle, en fait, dans une interaction, puisqu'on est dans un acte de communication, quand on transmet de l'information, que ce soit en direct ou que ce soit à travers des textes, un locuteur, un auteur, il est jugé sur le fait qu'il n'est pas censé dire ce qu'il sait être faux, et il ne dit pas ce qu'il n'a pas de raison suffisante de considérer comme vrai. Donc ça, c'est l'idée même de l'intention communicative qu'on peut rattacher à la crédibilité. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Donc c'est bien à ce type de jugement-là, à la fois subjectif, épistémique et dynamique, que moi je m'intéresse quand je parle de crédibilité. Du coup, avant d'aller plus loin sur comment ce jugement il peut être formé, il est utile déjà de distinguer deux objets possibles de ce jugement. Puisque je vous ai dit, ça peut porter sur l'information ou sur la source. Alors, c'est une distinction qu'on utilise très classiquement, crédibilité de l'info ou crédibilité de la source, en psychologie cognitive ou en sciences de l'éducation, parce que ça permet tout simplement de clarifier un petit peu les processus évaluatifs. On est d'accord que dans les faits, cette séparation, elle est en partie artificielle. Les deux niveaux, ils sont souvent complètement intriqués. Ça aussi, j'y reviendrai plus tard, puisque l'évaluation de l'influence l'évaluation de la crédulité influence l'évaluation du contenu. Et surtout, c'est souvent dans ce sens-là que ça se fait, l'évaluation du contenu influence beaucoup l'évaluation qu'on va faire de la source. Bon, pour mieux comprendre du coup les mécanismes cognitifs à l'œuvre ici, on va les distinguer. Pour l'instant, ça reste assez pertinent de les séparer pour mieux comprendre qu'est-ce qui se met en place. Donc, on va commencer par explorer déjà comment se construit le jugement de crédibilité d'une information. Alors, je propose un petit exercice. Vous n'êtes pas obligé de sortir ou au clap, c'est comme vous voulez. On peut faire à main levée. Mais si ça vous amuse, faites donc. Donc je vous laisse avec cette grande question, enfin c'est pas une question d'ailleurs, cette réflexion très philosophique. Les oiseaux ont deux ailes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est pas crédible ? L'idée c'est que vous jouez le jeu, vous le faites spontanément. Je vais essayer de retrouver mon petit woo-clap. Ça dépend de la source. Alors, vous lisez ça, vous réfléchissez pas plus que ça. Est-ce que tout le monde a répondu ou pas ? Non. C'est pas un piège, vraiment. Répondez de manière honnête, d'accord ? Bon. Si vous prenez part au vote, vous êtes tous capables d'évaluer cette information, j'en suis certaine. Ok. Bon, alors, on a 71% d'entre vous, 75%, ça bouge, arrêtez-vous, qui considèrent, vous êtes quand même une majorité à me dire que c'est crédible. Alors, ok. Biologiste. Du coup, une majorité d'entre vous m'a dit que cette information est crédible. Pour les quelques-uns qui n'ont pas eu la chance d'observer un oiseau en bonne santé, que ce soit dans la nature ou à travers des livres, je suis désolée, mais les oiseaux ont deux ailes. A priori, c'est une information qui est plutôt crédible. Donc, bien joué à ceux qui ont validé la véracité de cette assertion. Alors, pourquoi cette information, elle paraissait crédible à une majorité d'entre vous ? Moi, c'est ce qui m'intéresse un peu ici, c'est de savoir comment en fait on peut évaluer une information toute simple sans même en connaître la source. Là, vous n'avez pas eu besoin de savoir trop d'informations sur moi ou sur d'où vient cette phrase pour décider de si vous la trouviez crédible ou pas. Croyez bien ce que vous voulez, c'est un jugement subjectif. Et tout simplement, vous évaluez ça en vous appuyant sur un mécanisme qu'on va appeler contrôle de la plausibilité. Donc, ce mécanisme-là, il repose sur un jugement qui est intuitif, rapide. On ne consulte pas d'autres sources, on ne va pas croiser avec d'autres informations, on va juger tout simplement si à la lumière de ce que l'on sait, ça sonne vrai, tout
simplement. Donc, pour faire ça, évidemment, on va mobiliser nos connaissances préalables, qu'elles viennent d'une expérience directe, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou d'une expérience indirecte. Peut-être que vous n'avez jamais vu d'oiseaux dans votre vie en réalité, mais peut-être que vous avez entendu, lu sur les oiseaux, vu des images, etc. Donc, le contrôle de la plausibilité, c'est en gros un filtre. Alors ça ressemble beaucoup à une passoire, ce que je vous ai mis là, mais c'est le même principe. C'est un peu comme un tamis. Donc c'est quand même assez grossier. Ça va laisser passer les informations qui nous semblent les plus évidentes, les truismes, tout ce qui est connu, et ça va nous permettre de rejeter des affirmations qui nous paraissent manifestement fausses. Donc des contre-vérités flagrantes. Donc ce mécanisme-là de contrôle de la plausibilité, c'est un outil adaptatif, il est utile, on s'en sert tous les jours. C'est notre petit filtre, c'est le mécanisme qui est tout le temps en action quand on traite de l'information, mais évidemment, vous vous en doutez, il a aussi des limites. Du coup, on va continuer avec la petite mise en pratique. Je vous propose ça, pas de vous clap ce coup-ci. Ok, si je vous dis la Terre est ronde, ça paraît évident, normalement, mais je pense que vous avez pensé aux platistes, par exemple. On sait qu'on a des gens, encore aujourd'hui, qui considèrent que non, la Terre n'est pas ronde. Du coup, est-ce que le contrôle de la plausibilité, chez les personnes qui ont ce type de croyance, il fonctionne ? Oui, il fonctionne, mais il s'appuie sur des croyances que certains pourraient considérer comme fausses. La majorité, je l'espère. Deuxième exemple, si je vous dis la vitesse de la lumière dans le diamant est d'environ 125 000 km par seconde. Je sais pas, il y a très certainement parmi vous des personnes qui sont capables de valider ou d'invalider immédiatement cette information, mais la plupart d'entre nous, en tout cas c'est mon cas, sans avoir de connaissances spécifiques sur ces questions-là, pas possible de juger la crédibilité directe de cette information sans se renseigner un tout petit peu. Donc là, on voit à travers ces exemples que le jugement de crédibilité, il peut fonctionner très très rapidement, donc avec ce mécanisme de vigilance, qui est le contrôle de la plausibilité. Je dis vigilance parce que si on évalue les informations à la lumière de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit déjà, on ne va pas s'ouvrir a priori à d'autres informations. On va accepter ce qui va dans le sens de ce que l'on connaît et rejeter ce qui ne va pas dans le sens de ce que l'on connaît. Donc, on n'est pas sur un mécanisme d'ouverture épistémique, mais vraiment de vigilance totale. Donc, ça reste un mécanisme qui est très utile, c'est ce premier filtre, cette première barrière mentale, entre guillemets, contre les informations manifestement fausses ou absurdes. Ça nous protège d'une certaine manière, mais du coup, c'est pas infaillible. C'est évidemment un mécanisme qui est très sensible au biais cognitif. Si on n'accepte que les informations qui vont dans le sens de nos croyances, on peut avoir très vite des biais de confirmation, juste rechercher ces informations-là. On peut être également polarisé, et donc on rejettera des informations qui pourraient finalement nous amener à développer de nouvelles connaissances. Une autre limite, c'est que ce mécanisme-là, il est du coup assez inégalement réparti, puisque ça va dépendre de nos connaissances préalables, qui sont évidemment très variables d'un individu à un autre. Donc ici, le plus gros risque du mécanisme de plausibilité, c'est surtout de commettre une erreur d'incrédulité. Donc de rejeter une information qui pourtant serait correcte, mais tout simplement parce qu'elle sonne étrange à la lumière de nos connaissances ou de nos croyances et qu'on n'a pas les outils pour la comprendre. Donc ça freine l'ouverture des connaissances, ça nous protège de certains éléments, mais évidemment, il nous faut autre chose pour pouvoir évaluer la crédibilité d'une information et pouvoir ouvrir un petit peu plus nos connaissances. Heureusement, on a un autre mécanisme pour ça. Ok. Alors, si je vous dis un coureur a remporté une course sans franchir la ligne d'arrivée, spontanément, crédible ou pas crédible ? Pas très crédible. Ok. Mais si je vous dis, dans une course en relais, il a permis la victoire en dépassant l'équipe adverse juste avant de transmettre le témoin. Ça devient crédible ou pas ? Oui. Ouais. Ok. Félicitations, vous avez mis en action votre second mécanisme d'évaluation de l'information, à savoir, vous avez raisonné. Donc, ce qu'on a vu, c'est que toutes les informations ne peuvent pas être jugées en termes de plausibilité. Et
certaines de prime abord, comme l'exemple du coureur, elles peuvent paraître contre-intuitives, voire paradoxales, sauf que quand on examine l'argumentation qui l'accompagne, on arrive à raisonner, et ici le raisonnement est fondamental, puisqu'il va nous permettre d'inférer, de relier les propositions entre elles et de tirer du sens. Donc, on va mobiliser nos schémas d'inférence, donc les structures argumentatives que l'on connaît, et ainsi on va pouvoir reconnaître et accepter de nouvelles informations. Donc c'est ce qui vous a permis dans cet exemple-là d'accepter que finalement si un coureur il a pu gagner la course sans franchir la ligne d'arrivée. Donc ce mécanisme-là du raisonnement qui fonctionne avec l'argumentation, il est particulièrement intéressant parce que pour le coup, il est plus ouvert que le contrôle de la plausibilité. On est sur une vigilance ouverte. Ce coup-ci, on va pouvoir adhérer à d'autres éléments. On ne va pas se contenter de filtrer en termes de vrai et de faux sur la manière. On va vraiment s'appuyer sur la manière dont l'argumentation, elle est construite. Ok, mais ce mécanisme, aussi utile soit-il, il ne fonctionne évidemment pas dans toutes les situations. Il peut échouer si certaines conditions ne sont pas réunies. Ok, donc je vous propose un autre exemple. Si je vous dis, le baclofène diminue la consommation d'alcool car il agit sur les récepteurs GABA. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein, on est d'accord. Il y a la structure argumentative. Une information qui est défendue par l'explication. Pourquoi est-ce que le baclofène diminue la consommation d'alcool ? Parce qu'il agit sur les récepteurs GABA. Vous êtes convaincu ou pas ? Voilà. A priori, je ne veux pas présumer de vos connaissances, mais moi je ne le savais pas, hein, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. On est là pas trop en mesure d'évaluer la crédibilité de cette affirmation, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment il fonctionne l'argument. On utilise des termes qui ne sont pas connus, et nos schémas d'inférence, ils ne sont pas suffisants à établir si le lien il est logique ou pas, et si on peut accepter cette information. Sauf que si on n'active pas notre raisonnement, il n'y a pas d'inférence, donc il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de changement de croyance, on n'adhère pas, on reste dans une réflexion sur la crédibilité de l'information qui est en suspens. Donc le raisonnement, il nécessite quand même un certain nombre de conditions pour être opérationnel comme stratégie d'évaluation de l'information. Déjà, ça nécessite une forme d'attention soutenue. Si l'attention elle est faible, parce qu'on est distrait, pressé, sursollicité ou parce qu'il n'y a aucun enjeu, le traitement cognitif, il est beaucoup plus superficiel et l'argument, même s'il est pertinent, il passe inaperçu. Donc, on ne peut pas évaluer. Et ce qui est essentiel également, c'est que l'efficacité du raisonnement, elle repose la plupart du temps sur l'existence d'un terrain commun minimal. Si on a un socle partagé de connaissances, de références ou de langage, ça fonctionne mieux. Sinon, l'argumentation, elle devient quasiment inaudible. C'est pour ça que le raisonnement, il fonctionne beaucoup mieux dans un contexte de dialogue, où les malentendus ils peuvent être levés, où les incompréhensions, elles peuvent être explicitées, et où finalement le sens, il est construit de manière conjointe. Ça peut se faire dans un dialogue réel, mais ça peut se faire aussi dans un dialogue médié par un document. C'est le principe de la vulgarisation, des documents à visée plus pédagogique, où on vous prend par la main, c'est comme un dialogue, mais médié par le document. Ok, donc là je vous ai distingué deux grands mécanismes d'évaluation de l'information. Donc le contrôle de la plausibilité, qui repose donc sur une comparaison rapide de l'information avec nos croyances et nos connaissances. On l'a vu, c'est efficace pour les truismes ou les grosses contre-vérités, mais c'est très sensible au biais. Et le raisonnement, qui, là, pour le coup, mobilise une logique d'inférence qui permet de relier entre les éléments pour construire du sens, sans forcément faire appel à des connaissances expertes, qui peut nous ouvrir à de nouvelles compréhensions, un changement d'avis, mais qui suppose quand même une attention soutenue, une compréhension suffisante du propos et un minimum de terrain commun. Si on se limitait juste à ces éléments-là, on serait quand même bien embêté pour pouvoir accepter de nouvelles informations. On voit que de manière générale, ces deux mécanismes, ils nous poussent à être quand même plutôt conservateurs de nos propres connaissances, ou en tout cas, ils ont des biais qui sont assez importants. Donc, finalement, comme ni la plausibilité ni le raisonnement ne peuvent fonctionner à tous les coups, soit parce qu'on manque de connaissances, soit parce qu'on ne comprend pas l'articulation des arguments, quand les contenus deviennent trop spécialisés, trop ambigus, quand on n'a pas les connaissances suffisantes, un autre levier pour accepter une information ou la rejeter, c'est d'évaluer qui
a donné cette information, donc c'est d'évaluer la crédibilité de sa source. Je vous laisse profiter de ma petite image. Ok, donc on va revenir un petit peu sur maintenant la crédibilité de la source. On l'a vu, la majorité de nos connaissances, elles viennent d'autrui. Donc on ne peut pas individuellement avoir accès à l'ensemble des savoirs de manière directe ou indirecte, ou par inférence personnelle. Et dans une perspective éducative, on sait aussi qu'il est irréaliste de considérer qu'on peut tout enseigner, tout expliquer et tout vérifier. Et que finalement, si on veut améliorer les capacités d'évaluation de la crédibilité chez les élèves, oui, un des leviers, c'est d'augmenter le niveau de connaissance sur des sujets divers et variés, mais on ne peut pas faire ça qu'à l'école, c'est extrêmement complexe. Donc d'un point de vue applicatif pédagogique, la crédibilité de la source, c'est un levier qui semble un peu plus accessible. Donc on va essayer, l'idée c'est d'équiper les élèves avec des outils pour qu'ils puissent se repérer dans un environnement dense. Donc c'est tout l'intérêt d'évaluer la crédibilité de la source, c'est d'offrir un point d'appui rationnel et qui est accessible tôt dans le développement. Ça, j'y reviendrai. Il y a beaucoup d'éléments que finalement, de jeunes enfants, même non scolarisés, sont capables de reconnaître une source qui sait mieux ou une source qui a une bonne intention. Donc c'est une compétence qui est à la fois cognitive et sociale et qui est mobilisable dans de nombreuses situations. Alors, avant d'aborder un petit peu plus en profondeur la question de la crédibilité des sources, je vous propose du coup un petit détour par l'histoire des recherches sur la crédibilité. Ça permet de mieux comprendre aussi comment cette notion elle s'est construite et dans quel champ elle a été étudiée et sur quelle base théorique elle repose aujourd'hui. Moi, c'est un travail que j'ai dû faire forcément pour essayer de mieux comprendre comment on peut évaluer la capacité d'une personne, d'un individu et surtout des enfants à évaluer une source. C'est déjà, c'est quoi en fait? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la littérature dit? J'ai essayé de ne pas faire comme beaucoup d'auteurs de l'esprit critique, à savoir je vais proposer ma définition mais je ne vais pas regarder ce qui a été fait avant. Donc j'ai regardé tout ce qui a été fait avant et je me suis dit c'est le bordel, il y a beaucoup de choses. Et vous allez voir, en plus de ça, personne ne s'attaque forcément directement qu'à cet objet-là. Donc, si on veut faire ça de manière vraiment historique, on peut considérer que l'idée de la crédibilité, de s'interroger sur la crédibilité, ça peut remonter à l'Antiquité, à Aristote, qui proposait du coup déjà une théorie des modes de persuasion, dans laquelle il identifiait 3 grands ressorts, le logos, donc la logique de l'argument, le pathos, les émotions, et l'éthos, qui pourrait renvoyer un petit peu à cette idée de crédibilité. Donc il décrit la crédibilité comme reposant sur à la fois la compétence, la vertu, la bienveillance perçue par l'auditoire. Donc on est déjà bien au clair à cette époque-là sur le fait que la crédibilité, c'est quelque chose qui est perçu, et c'est pas quelque chose qui est vraiment une étiquette collée, incarnée par une source, par un locuteur. C'est pas encore une notion de psychologie, mais c'est vraiment les prémices sur lesquelles vont s'appuyer les travaux, les premiers travaux scientifiques qui ont interrogé, en tout cas dans le champ de la psychologie, la question de la crédibilité, à savoir les travaux de psychologie sociale de Hovland sur la persuasion. Donc là, on est dans les années 50, et tous ces travaux-là, ils vont marquer un tournant empirique dans l'étude de la persuasion. Il y a énormément de choses qui se sont faites suite à ces travaux-là. Donc pour resituer, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et une des grandes préoccupations de la psychologie sociale à ce moment-là, c'est de comprendre comment toute une nation a pu commettre des actes inhumains sous l'influence d'un leader charismatique. À l'époque, c'est résumé de manière assez simpliste comme ça. On sait que c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Mais du coup, sur la question de la persuasion, la question de la crédibilité s'est posée aussi. Pour persuader, il faut peut-être être crédible. Un des effets de magnitude de la persuasion, c'est la crédibilité. Mais ce n'est pas un effet principal. Mais du coup, la crédibilité, elle est un petit peu abordée à ce moment-là, mais pas en tant qu'objet principal, vraiment en tant qu'objet secondaire par rapport à la persuasion. Mais on a quand même déjà quelques éléments qui se dégagent de ces travaux. Je ne prends pas d'avance, on en discutera après. On fait un petit bond dans le temps et on arrive aux années 90, où là, c'est plutôt du côté des sciences de l'information et de la communication, mais surtout sciences de l'information, qu'on revient un petit peu à la charge avec la crédibilité, mais cette fois-ci relative au concept de pertinence.
on commence à avoir de plus en plus d'informations, de documents, on a les débuts d'Internet et on a un besoin de classification. Comment on fait pour classer l'information, pour la rendre accessible, pour comprendre laquelle est mieux que laquelle. D'où la question de la pertinence et dans l'évaluation de la pertinence. La crédibilité est un critère. Donc, encore une fois, elle n'est pas étudiée pour elle-même, mais on a une nouvelle approche qui nous amène à d'autres compréhensions de la notion. Dans la même lignée, ces travaux ils redoublent en intensité avec l'arrivée, les débuts du web, Internet, des premiers ordinateurs personnels, où là on commence à avoir de plus en plus de modèles qui s'intéressent à computer credibility. On a des théories de la prominence interpretation qui émergent. La crédibilité fait partie des questionnements, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet central. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment la crédibilité vient activer la lisibilité dans la navigation et en quoi c'est un indice pertinent pour se repérer dans un monde informatique et informationnel. Et puis, forcément, plus récemment, on reparle de crédibilité, ou plutôt de fiabilité. Mais moi, je préfère crédibilité parce que quand on s'appuie sur la littérature anglo-saxonne, fiabilité est beaucoup plus reliée au terme de confiance, alors que crédibilité est plus associée à évaluer la vérité, la véracité. Donc, dans tous les cas, à partir des années 2010 jusqu'à maintenant, on en parle dans le cas de la désinformation, de la crise de confiance, de l'esprit critique. Ça revient largement. La crédibilité des sources, elle est remise au centre des débats publics. Elle fait même partie des objectifs à enseigner, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a un gros regain pour cette notion. Donc avant un petit peu de vous révéler ce qui ressort de ces travaux, vous n'êtes pas obligé de faire un clap, mais on peut faire un petit nuage de mots si ça vous intéresse. J'aimerais bien savoir, vous, avec quelques mots-clés, comment vous définissez, quels sont les critères pertinents pour vous de la crédibilité d'une source ? On peut le faire après, on n'a pas au clap. Oui. Ça va influencer, c'est ça. Bah, on peut le faire après. Ça va influencer. Merde. Attends. Je sais pas si je peux vous l'afficher. Non. Je vous fais un petit rapport à l'oral de ce qui vient et vous pouvez voter. Regarde-moi. C'est exactement ce que je voulais. Qui a mis chauve ? Musculeux. Je voulais les mettre. Jacinthe. Parce que j'ai fait des études, comment La taille, Les grands. Ok. Bon. On a un beau fourre-tout, mais je vais faire abstraction volontairement de certaines caractéristiques. Enfin, on pourra les analyser plus tard, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le niveau universitaire, l'auteur, expertise, méthode, reconnaissance, scientificité, honnêteté, charisme, lieu de publication, connaissance, ok, légitimité démocratique, ok, autocorrection. Alors, ok, ça me va. Je peux tout ranger. Même chose. Non, ce qui est intéressant ici, c'est que si on devait regrouper par grande thématique, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la compétence, du coup. On a de l'expertise, on a de la méthode. On a le niveau universitaire qui peut faire penser quand même plutôt à la formation, aux connaissances acquises. On a des choses qui relèvent plus du versant de la moralité, l'honnêteté. Il y a d'autres choses. L'humilité. Transparence. Donc là, on est sur quelque chose qui relève un peu de l'intentionnalité, je dirais. Et on a des choses aussi un peu entre les deux qui sont associées à une reconnaissance institutionnelle, à une reconnaissance partagée, une forme de réputation. Donc finalement, j'aurais pu ne pas passer
par toute une revue de la littérature Allez nous demander. et juste me contenter de vous demander, du coup, c'est quoi les critères? Parce qu'on en arrive à peu près aux mêmes conclusions que ce qu'on peut observer dans les différents travaux que je vous ai passés en revue. Alors évidemment, il y a beaucoup de divergences, tout simplement parce qu'on est sur des disciplines qui sont différentes et qui parfois, pour parler de la même chose, utilisent tout simplement pas le même terme, mais surtout parce que, comme je l'ai dit, la crédibilité, elle n'a jamais été étudiée comme objet unique, mais toujours par rapport à autre chose. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes conceptions, mais ce qui reste, ce qui apparaît de manière relativement consensuelle, c'est déjà toujours que juger, c'est formuler une appréciation subjective et que c'est fortement influencé par le contexte, les attentes et les connaissances, et qu'il y a 2 dimensions principales pour évaluer la crédibilité d'une source, la compétence qu'on perçoit de cette source et l'intentionnalité. Donc, finalement, on pourrait se dire, ok, voilà, c'est bon, c'est la crédibilité, ces 2 choses-là, sauf que si on veut savoir, du coup, comment on travaille ça, comment on affine ces compétences-là, on a besoin de descendre un petit peu plus en élaboration conceptuelle et de comprendre, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met derrière compétences? Parce qu'on l'a vu, vous avez fait plein de propositions. Est-ce que c'est l'expertise? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus fondamental comme la capacité à faire des inférences? Qu'est-ce qu'on met derrière réellement? Et pareil pour l'intentionnalité. Est-ce que c'est juste synonyme de moralité et comment ça s'évalue? Donc, l'objectif pour moi, c'était surtout de comprendre comment on peut descendre un petit peu plus. Donc je suis allée creuser sur ces questions de compétences et d'intentionnalité pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc mon objectif à partir de demain, du coup, ce sera de vous accompagner dans le détricotage de la question de la compétence et de l'intentionnalité, et de voir aussi comment finalement juger de la crédibilité, évaluer ces dimensions-là, ça relève aussi des compétences implicites, donc des choses qu'on n'a pas besoin de nous apprendre pour savoir les faire, puisqu'on a, on le verra, on a des inférences spontanées sur la sincérité, la réputation, l'expertise. Évidemment, il y a des limites, mais c'est tout l'enjeu pédagogique, c'est de voir comment on peut affiner ces compétences-là, de voir du coup comment... Ah mais non, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, je me perds un peu. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit pour moi. On peut prendre le temps d'échanger, du coup, si vous avez des questions là-dessus. Donc vous l'avez bien compris, je ne m'avancerai pas encore sur les sous-dimensions de la compétence et de l'intentionnalité, puisque c'est ce que j'ai prévu de faire avec vous à partir de demain et mercredi. Voilà. Quelques questions? L'enthousiasme. Attends, il y a le droit? Je sais plus, je crois. Peu importe. Ça va très long. C'était juste pour te demander si tu avais des infos ou si tu allais parler de la question des critères non pertinents. Je sais qu'en jugement moraux, sur les dilemmes moraux et ce genre de choses, il y a une influence par exemple des prénoms ou du signe astrologique, même pour les gens qui ne croient pas. Pour le cancer, c'est associé au mal et du coup les cancers ils s'en prennent pas la gueule. Est-ce que du coup, j'imagine il y a des trucs similaires dans le jugement de la crédibilité, je sais pas si, je sais pas si tu allais en parler. Alors non, je vais pas en parler, mais j'aime beaucoup ta question parce que c'est mon projet actuel, parce que du coup j'ai travaillé avec... Enfin, ça, je peux vous en parler, c'est pas un souci. Dans le cadre de ma thèse, j'ai fait des expérimentations en classe avec les élèves où je leur proposais des sources différentes, réelles, mais qui étaient censées incarner plus ou moins certaines dimensions qu'on va repérer et voir comment ils les évaluaient. Et surtout, j'analysais leur justification. Pourquoi tu penses que cette source, elle est plus crédible qu'une autre? Et l'idée, c'était d'analyser chacune des justifications. On a essayé de faire ça bien avec un double codage et de voir à quel point on retrouve des dimensions qu'on a identifiées dans notre modèle. Et évidemment, on a créé une dimension qui s'appelle « autre », qui ne correspond pas à des dimensions du modèle. Et dedans, j'ai des « parce qu'elle est jolie », parce qu'elle a le même prénom que moi, parce que c'est un enfant comme moi. Et donc, on a tous ces éléments de critères non pertinents, mais du coup pertinents, puisqu'ils il participe à la formulation d'un jugement, mais de manière plus pragmatique, je pense, que épistémique. Et donc là, mon objectif, c'est de reprendre ces données-là, et maintenant que j'ai fait l'analyse de tout ce que je considérais comme pertinent, c'est de voir qu'est-ce qu'on met derrière et à quoi ça correspond. Donc, work in progress, mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, le prochain.
Ouais, j'espère. Manuel? Oui, ça sent la psychosociale. Enfin, c'est une discussion aussi que j'ai eue ensemble. Dire, bah là, peut-être c'est pertinent socialement. Ouais. Ma question, on a dit il n'y a pas de question bête, du coup je vais pouvoir l'illustrer tout de suite. Quand tu parles de niveau de contrôle de crédibilité et puis de raisonnement, espèce de niveau 1, niveau 2, est-ce qu'on peut y faire un parallèle avec le système 1, système 2 de Kahneman, ou ça n'a absolument rien à voir? C'est ma question. Ah, c'est ma question. Ok, alors, je pense que le parallèle il est tout à fait pertinent, mais que moi je le trace pas parce que je m'inscris pas dans cette conception de système 1, système 2, que je considère pas qu'on a un système rationnel qui prend toutes les bonnes décisions, parce que en fait on peut faire un contrôle de la plausibilité de manière très systématique, très raisonnée. Il n'en reste pas moins que c'est une heuristique spontanée qui repose sur des compétences implicites. Donc, je dirais que ça dépend de la manière dont tu conçois la cognition humaine. Le parallèle, il me semble tout à fait pertinent, mais en ce qui me concerne, je ne le conçois pas de cette manière-là. C'est coordonné. Ok, merci. J'ai une question sur la temporalité, puisque du coup on parle beaucoup effectivement du fait que on évalue rapidement, que c'est des méthodes efficaces, etc. Il faut que tout ça fonctionne assez spontanément et de façon d'ailleurs qu'à moitié consciente pour la plupart des processus. Mais quand on parle de l'intentionnalité, moi ça me fait tilter beaucoup parce que je pense que c'est justement celui qui est peut-être le critère le plus difficile à évaluer rapidement. Donc est-ce qu'il y a des études qui parlent du temps qu'on accorde à l'évaluation là-dessus et qui diraient que plus on passe de temps dessus et meilleur est le jugement ou pas du tout? Alors, peut-être pas forcément dans ces termes-là, mais tu vas avoir tous les travaux sur le sourcing, donc qui sont vraiment juste le fait de prêter attention à une source, mais là c'est dans l'évaluation de multitexte, qui mettent en avant l'idée que plus on fait du prompting, plus on incite les gens à prêter attention, et donc plus ils allouent de processus attentionnels à la source, et meilleure est leur évaluation et de la source et du contenu. Donc on va pas forcément parler en termes de on y passe plus de temps, mais c'est un petit peu la même idée que de dire on y alloue plus de ressources en mémoire de travail, donc d'une certaine manière, oui, on y passe plus de temps. Et si on nous incite à faire ça, ben on se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais pour le faire. Par contre, si on nous le dit pas, ça se passe pas, parce que souvent, surtout dans les travaux sur le sourcing qui étudient vraiment la compréhension de documents multiples, en fait c'est déjà très très demandant cognitivement parlant de repérer, de faire déjà le sens d'un seul texte, puis de créer des inférences entre les deux textes et ensuite de décréter qu'il y a des controverses et qu'est-ce que je vais croire, que oui, effectivement, là, des heuristiques, comme je les ai présentées, comme contrôler la plausibilité, bon là ça fonctionne parce que c'est sur l'information, mais évaluer l'intentionnalité, c'est compliqué. Et effectivement, sur la question de l'intentionnalité, j'en parlerai du coup mercredi. Moi, je vais pas mettre ça en avant en termes de temps, mais tu verras qu'il y a un processus de construction de l'intentionnalité qui prend un certain temps, pas forcément à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle d'une source pour construire une forme de réputation autour d'une bonne ou d'une mauvaise intentionnalité. Et qu'une première évaluation, elle peut quand même, si on ne connaît pas la personne, être vite mise en échec. Mais je pense qu'on pourra en rediscuter à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Oui, très bien. Merci. Moi j'avais une question sur donc il y a ces deux mécanismes que tu as rapproché du système 1, système 2, et c'est pareil, un livre qui a été très controversé aussi, qui a parlé du système 3, je sais plus qui c'est qu'il a écrit. Ouais, c'est ça. Et qui disait justement qu'il s'intéressait lui à la question de comment est-ce qu'on passe d'un système à un autre, sur comment est-ce qu'on passe finalement du système 1 où on va y aller tout de suite, immédiatement, jusqu'au raisonnement. Qu'est-ce qui va déclencher en fait ça chez nous, en fait, généralement c'est une information a priori qui va nous poser problème et qui va le faire. Et sur le coup, ça me posait la question parce que je pensais à ça quand on parlait quand tu parles, l'espèce de crédibilité. Moi, je repensais à une vidéo que j'avais beaucoup aimée des revues du Monde qui parlait du problème Tiffany. Alors, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui était super intéressante. C'est un truc en histoire, c'est il y a une figure historique en Angleterre, dans le Moyen-Âge, je suis pas très imprécis, je vous enverrai la vidéo, mais qui s'appelait Tiffany. Et en fait, quand ça a été présenté entre guillemets au grand public à travers une série, je crois notamment,
Les gens, ils y croyaient pas. C'est pas possible, personne s'appelait Tiffany à cette époque-là. C'est pas crédible, justement, pour des gens comme ça que, enfin voilà, c'est pas crédible. Alors que des choses qui sont jugées crédibles, qui sont jugées fiables, notamment dans nos représentations, et là je parle notamment par exemple du cinéma, qui nous donne des représentations, par exemple des Vikings avec des corps, par exemple, ça paraît crédible. C'est crédible parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà exercé, et donc je voulais savoir aussi ce fonctionnement aussi avec des préjugés qui sont tellement partagés en fait qu'ils sont même plus remis en question, mis à part par une toute petite minorité qui a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Oui. Je pose juste un point, parce qu'on s'était dit dès le départ, on va faire attention à ne pas jargonner. Et en fait, je réalise qu'on le fait peut-être avec système 1, système 2, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que système 1, système 2. Est-ce que tu peux le résumer en quelques mots si ça te va, redire un peu ce que c'est, ou si quelqu'un d'autre se sent, si tu ne te sens pas aussi, hein, mais redire un peu ce que c'est que système 1, système 2 pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Oui, si tu veux, ouais. De toute façon, moi je vais le faire de manière très très simple parce que je ne suis pas une experte de ces questions-là. Merci. Mais du coup, l'idée c'est que c'est une analogie système 1, système 2 pour parler du raisonnement et du traitement de l'information. Et que quand on parle de système 1, c'est en gros le raccourci. On traite de manière très rapide sur des évaluations rapides, intuitives qu'on va appeler heuristiques, qui sont fonctionnelles la plupart du temps, qui nécessitent peu de ressources attentionnelles en mémoire de travail, mais qui du coup ont possiblement beaucoup de biais, même si de manière générale ça fonctionne. Là où le système 2, c'est une manière de traiter l'information de manière beaucoup plus rationnelle, en prenant plus le temps, et c'est ce qu'on va appeler une analyse systématique des éléments. Voilà. Et j'ai oublié la question. Si, oui, pardon, ce que tu disais par rapport à Tiffany, moi ça me fait beaucoup penser à l'effet de vérité en fait. Ça relie du coup l'idée du contrôle de la plausibilité et du raisonnement comme mécanismes qui sont vite mis en échec quand on n'a pas les niveaux de connaissances suffisants. Et il y a des choses du coup qui, de manière générale, quand on n'est pas spécialiste, peuvent paraître acceptables ou pas acceptables en termes de crédibilité ou juste de j'y adhère pas, mais que dès lors qu'on est spécialiste, on sait que c'est faux, que ça fonctionne pas, mais en fait on ne peut pas s'extraire du contexte social dans lequel ces informations-là elles circulent, et qu'à un moment donné, une information à laquelle on est exposé de manière répétée produit cet effet de vérité, parce que ça crée une sensation de ça me dit quelque chose, mais je sais plus trop d'où ça vient. Mais si c'est familier pour moi, et c'est ce sur quoi fonctionne l'effet de vérité, et du contrôle de la plausibilité, c'est qu'il y a une forme de familiarité qui me fait me dire c'est que ça doit être vrai. Ça sonne bien à mon oreille, donc c'est certainement vrai. Mais des fois, c'est juste soit parce que c'est vrai, soit parce qu'en fait, j'y étais beaucoup exposée, pour le simplifier très très grossièrement. Et la première partie de la question, c'était sur le passage d'un système à un autre, mais d'un mécanisme à un autre. Comment est-ce qu'on passe du mécanisme 1 et qu'on passe au mécanisme 2 finalement sur la rationalité je ne saurais pas te l'expliquer parce que moi je n'adhère pas à l'idée qu'il y a un système 1 et un système 2. Donc... Non mais oui, en fait les mécanismes, c'est ça, les mécanismes. Je pense que... On parle du contrôle, pour moi on parle du contrôle de la plausibilité au raisonnement. Ah ok, c'est d'accord. Ça que je veux dire. Déjà pour qu'il y ait mécanisme de la plausibilité, on peut partir du principe qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps en action, on le supprime jamais, on va juste rajouter des couches d'analyse par-dessus. Et dès lors qu'on est face à un argument... Ok. Dès lors qu'on fait face à un argument, là va se mettre en action, si les enjeux, la motivation et les contraintes sont suffisantes pour qu'on y adhère, le raisonnement, du coup. Parce qu'il y a argumentation, donc on fait des inférences entre les arguments, et là on passe à une stratégie de raisonnement qui vient agir comme une surcouche du mécanisme de la plausibilité, du contrôle de la plausibilité. Et ce qu'on va voir, c'est que, encore une fois, en fonction du contexte et des besoins, on peut ensuite rajouter des surcouches de « j'évalue aussi la source et son niveau de compétence et son intentionnalité ». Et Kim, Valentin et David. T'avais levé la main aussi, non ? Oui, c'était savoir un peu, parce que la crédibilité, le contrôle de la plausibilité, filtre épistémique, ça m'a fait penser à tout ce qui est stéréotype, et un peu le pendant des stéréotypes, mais de manière plus sur les connaissances. Ouais. Et du coup, le autre, justement, par rapport à la classe, est-ce que ce serait pas des stéréotypes, et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait pas compléter un peu tout ça, et que finalement le autre, il y a une vraie dimension à ouvrir, où j'ai pas entendu le mot encore stéréotype du tout.
Non, effectivement. Ouais, alors je l'ai pas mentionné et je le mentionnerai pas dans le reste des présentations puisque moi je suis restée vraiment dans ma petite zone de confort de l'évaluation épistémique et que là on serait plus sur du jugement presque d'ordre pragmatique et qu'en fait je pense que l'utilité même de valider une information, elle prime sur l'importance de est-ce qu'elle est vraie ou pas. Et que, en fait, dans cette catégorie autre, il y aurait probablement plus d'éléments intéressants pour mieux saisir ce qui se passe en situation, mais que c'était pas mon objectif principal. Et je pense effectivement que dans cette catégorie autre, il y aura du préjugé, il y aura du stéréotype, il y aura de la projection, de l'identification, et en fait, tous les mécanismes qui reposent plus sur... ce qui relève un peu plus de la psychologie sociale que de la psychologie cognitive. Je sais pas si je réponds à ta question. Bien sûr, c'est plus dans quelle mesure est-ce que toutes les barrières de type préjugés, stéréotypes diminuent pas la capacité de juger quelque chose crédible ou non, en fait, et du coup, sans en parler du tout, en fait, là, on est tous quand même avec plein de connaissances, avec une ouverture d'esprit qui est énorme, mais en fait, je pense qu'il y a une partie de la population mondiale, on ne parle pas du tout des mêmes choses, quoi, et donc... je sais pas, ça me paraîtrait court-circuiter déjà, aller très très loin dans comment, en enlevant les stéréotypes, en essayant de les enlever, ce qui n'est pas facile, on arrive à permettre à tout le monde d'aller vers ce jugement de la crédibilité. Et c'est plus... voilà, les deux questions sont à se poser, mais... Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, on pourra, je pense, en rediscuter un peu à la fin, mais... En gros, moi, un des enjeux que j'avais, parce que je pense que c'est important de contextualiser aussi ma démarche et du coup pourquoi il y a certaines questions que je me suis posées et d'autres un peu moins, c'est que initialement mon objectif, mon travail de thèse, c'était évaluer l'efficacité d'un dispositif numérique sur à quel point il permet aux élèves de mieux évaluer la crédibilité des sources. Okay. Sauf que moi, on me demande de faire ça et je me dis, je veux bien. Mais pour pouvoir évaluer un dispositif, déjà, il faut que j'ai un outil d'évaluation. Il me faut une référence sur c'est quoi évaluer la crédibilité, de manière du coup très, très rationnelle, assez normative en fait, pour pouvoir dire là ça marche pas sur ça marche bien sur ce point-là, etc. Donc ma démarche, elle a surtout été, et c'est ce que je vais reconstruire avec vous, de créer ce modèle rationnel de référence pour ensuite mesurer des écarts à la norme et voir là où ça fonctionne pas, quels sont en fait les éléments qui permettraient de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Donc finalement, je me suis arrêtée à la première partie. C'est pour ça que ce que je disais, mon travail maintenant, c'est de regarder dans toutes les justifications, les fois où le jugement il est mis en échec sur les dimensions qu'on considère comme pertinente dans un jugement rationnel de la crédibilité, en fait, qu'est-ce que c'est qui est mis en action? Et l'idée, ce serait de voir à quel point ça change en fonction de l'âge et des contextes. Moi, c'était vraiment rapide pour rebondir sur la notion de Vivien, pour dire que c'est un truc que j'avais d'aborder demain. Mais la notion de système 2, effectivement, c'est critiqué. L'idée, c'est que c'est deux trucs compartimentés. Et ce qu'on en retient, c'est soit on est automatique et on est biaisé, soit on est raisonné et on est ultra-optimal. Et en fait, non seulement ça, c'est un stéréotype de la littérature de base, et en plus, il y a des articles qui ont montré que système 1, on serait automatique, inconscient, etc. Système 2, on serait raisonné, conscient. Et en fait, c'est facile de montrer que tu peux être automatique et conscient, inconscient, raisonné, il y a plein de choses comme ça. Voilà, c'était pour dire, mais c'est des notions que j'essaie d'aborder, mais si tu veux en parler, je suis David. Ouais, David, et après on peut faire une petite pause, ça va? Il y avait Lila aussi. Ah. Non. Moi j'ai du mal à distinguer contrôle de la plausibilité et évaluation de la source, parce que il me semble qu'il y a du contrôle de la plausibilité dans l'évaluation de la source et que ça nécessite aussi des connaissances préalables. Parce que si tu connais rien, par exemple, au fonctionnement des médias ou de la publication, de le contrôle par les pairs et tout ça, tu es incapable d'évaluer une source et qu'il te faut des connaissances préalables sur le fonctionnement de tout ça et sur comment fonctionne la reconnaissance par l'autorité épistémique, sur quels critères tu te bases. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que, comme je le disais, le contrôle de la plausibilité, il est tout le temps là, en fait. Là, c'est l'exemple que je vous ai proposé, c'est vraiment appliqué à l'évaluation directe d'une information, mais quand on va évaluer la compétence, le niveau d'expertise d'une source,
on fait aussi du contrôle de la plausibilité. On va aussi utiliser le raisonnement pour pouvoir inférer une compétence ou pas. Donc ces deux mécanismes-là, on peut les considérer comme juste deux mécanismes spécifiques d'évaluation de la crédibilité des sources, mais dans les faits, c'est des mécanismes de base d'évaluation de l'information, quelle qu'elle soit. De l'information relative à la source ou d'une information juste pour une nouvelle connaissance. Donc effectivement, c'est tout le temps là, et le fait qu'on est, dans tous les cas, dépendant du niveau de connaissance dans des domaines, ce sera la limite qui reviendra systématiquement dans tous les indices que je vais vous proposer après pour identifier la compétence ou l'intentionnalité. On est bon? Merci encore. Merci beaucoup.